Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique du All Geek. Alors ça fait pas mal de temps que je vous ai pas raconté quelques news sur la chaîne. Je vais vous raconter effectivement quelques petites news. Donc déjà, la semaine prochaine, vendredi 15 décembre, live spécial sur une tier list des intégrales Marvel publiée par Panini cette année. Le chiffre risque de vous surprendre. Je serai accompagné pour ce faire de Planet Strange et de Norman Tiré. On va voir comment ça se passe, mais il y a tellement de titres que ça va être très très difficile. Je pense que je vais devoir écrémer un peu avant l'émission, parce que sinon ça va être chaud. Le retour de Nous ne sommes pas trop vieux. La semaine prochaine, j'enregistre un nouvel épisode et je me remets dans une dynamique pour refaire cette émission de manière plus régulière, en tout cas, suite à ce qu'il y a eu au début du premier semestre, où j'ai reçu pas mal d'invités, des choses passionnantes, des belles personnes, des personnes très intéressantes. On va continuer. C'est pas une deuxième saison, mais on va continuer dans l'esprit. Et ça commence la semaine prochaine et la vidéo sera disponible la semaine suivante, je pense mercredi 20. Et si on passait maintenant à quelques petits achats. Au niveau des achats, pas forcément grand chose à vous montrer, néanmoins, deux petites trouvailles assez intéressantes. Alors, c'est pas des trouvailles, en fait. J'ai pris le second tome de Spider-Man de Slott et de Bagley avec Who's Spider-Boy. Effectivement, Slott essaye d'introduire ce personnage au forceps dans l'univers du tisseur, puisque lors du premier arc, la fin du Spider-Verse, certains personnages avaient été touchés par une dague du destin et avaient disparu, dont Spider-Boy, dont personne ne se souvient. Celui-ci arrive, il connaît tout le monde, c'est soi-disant le sidekick de Spider-Man, mais pourquoi, comment, on va en découvrir un peu plus au cours de cet épisode, mais surtout cet épisode vaut par des dessins très sympathiques de Mark Bagley. Franchement, il nous régale sur certaines planches. Sur une situation assez intéressante où Peter décide de voir comment booster ses pouvoirs, parce que comment faire pour sauver le plus de gens possible? Est-ce que c'est possible? Et pour cela, il va demander à Norman Osborn. On est vraiment dans la continuité, on est vraiment sur tout ça, et franchement, je trouve que Slott s'en tire vraiment pas mal là-dessus, et surtout, on est sur une histoire très très fun, qui ne va pas forcément chercher grand-chose, avec une résolution assez simple et des scènes quand même assez cocasses, notamment avec Aunt May une chaise. Je ne vous dis que ça. Moi, ça m'a bien rigoler. On a en méchant du mois le Electro, et franchement, c'est assez sympathique. Electro, non, sur le dernier numéro qui n'est pas dessiné par Bagley, on a un petit peu des origines de Spider-Boy, savoir d'où il vient, etc. Voilà. C'est plaisant, franchement, ça casse pas trois pattes un canard, mais ça fait le taf. Et franchement, moi j'ai passé un bon moment. Maintenant, je sais que cette équipe créative va travailler sur le retour de Superior Spider-Man à suivre. J'ai lu l'épisode anniversaire et j'attends de voir maintenant avec la série régulière où est-ce qu'ils vont nous emmener. En tout cas, assez curieux de toute cette partie-là. Deuxième achat, trouvaille, il s'agit de The Kindred en version collectée, qui reprend les 4 épisodes de la mini, The Kindred. Voilà, c'est du Wildstorm des années 90, février 95, et on retrouve Backlash, qui est un personnage que j'apprécie pas mal, et Grifter, lui aussi un des personnages les plus iconiques de cette période-là avec Wildcats. Et ce qui m'a fait plaisir dans ce tome, teinté quand même de pas mal de choses des années 90, c'est qu'on voit qu'on est dans un univers qui commence à vraiment avoir des liens, avoir des choses. On est dans un univers partagé côté Wildstorm, et on va en parler. On voit des relations entre les personnes. On parle de Team 7, on parle du Gen Factor, on parle des Wildcats, on parle des Demonites, on parle de Stormwatch. En fait, on a tout un ensemble de choses qui montrent qu'une continuité commence à exister. Alors, avec ses travers, mais c'est un tome qui se lit vraiment pas mal. Moi, j'ai passé un bon moment dessus, vraiment. L'édition est très quali pour un tome qui a 30 ans. Franchement, je suis étonné, pas 30 ans, mais quasi, mais je suis étonné de la qualité des couleurs, de la qualité du dessin. Alors Brett Booth,
a toujours été un peu particulier dans son style, mais même s'il n'est pas au niveau qu'on va retrouver après, ça reste très agréable. Franchement, une bonne petite surprise que ce TPB. Et sinon, j'ai réussi à acquérir en occasion les tomes qui me manquaient de Beastars. Donc j'ai la série complète Beastars. C'est une série qui est vraiment très bien. Le final est peut-être un poil décevant par rapport à ce qu'on avait eu sur la première partie, où vraiment on avait eu un affrontement idéologique et physique vraiment extraordinaire. Là, c'est un peu moins le cas. Je trouve que le combat est un petit peu... je suis mitigé sur le combat, mais franchement, ça reste une expérience très intéressante que ce Beastars. Franchement, ouais. Si vous avez l'occasion, je vous invite à le lire. C'est cette histoire d'animaux anthropomorphes Carmi et Abby, qui vivent en harmonie ou pas. Et puis toujours, moi j'aime bien aussi ce que raconte l'autrice. C'est toujours très intéressant. On va passer à la seule review de cette chronique, mais ça va être une review avec pas mal de liens. On envoie. Pour cette review, j'ai décidé de vous parler de ce tome, Wildcats Evolution, donc qui reprend les épisodes scénarisés par Alan Moore et dessinés entre autres par Travis Charest, parce qu'on va voir que en fait il y avait beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé aussi dessus. Et finalement, Charest il n'a pas fait tant de dessins que ça, ce qui est un peu décevant. Ça reprend les épisodes 21 à 34 de la série Wildcats, plus une partie du numéro 50 et un numéro Wildstorm Spotlight qui est focalisé sur Majestic. Donc, alors, je dois dire que je suis un tout petit peu déçu du rédactionnel d'Urban. Je trouve que pour quelqu'un qui commence, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour savoir. Là, on dit par exemple, avant de céder la place à James Robinson pour les numéros 15 à 20, voilà, parce qu'il y a eu un petit run de Robinson suite aux épisodes dessinés par Jim Lee. Donc Jim Lee a fait 1 le 0 c'était Brett Booth. Après c'était 1 à 13 par Jim Lee. Le numéro 14 dessiné par Erik Larsen, que je vais vous montrer parce que je l'ai. Le numéro 14 dessiné par Erik Larsen, qui somme toute, c'était au cours du mois X. D'ailleurs je vais reparler du mois X, où tous les auteurs d'images échanger leur titre. Et donc là, on a tout simplement Erik Larsen sur le titre et Jim Lee qui va être sur Savage Dragon. Après, on a 15 à 20 par James Robinson. Et le 20, en fait, on le retrouve dans la crossover Wildstorm Rising. Wildstorm Rising qui est un crossover en 10 parties et qui va changer le statu quo. Et en fait, le changer de statu quo, alors certes, quand on va lire l'histoire, on va comprendre de quoi il s'agit, mais c'est pas expliqué. On dit pas ce qui se passe à la fin de Wildstorm Rising, on dit pas ce qui se passe dans Wildstorm Rising. Voilà, c'est en gros commencer comme ça. Il y a eu un changement de statu quo, donc on va vite comprendre. Mais voilà, ça reste... j'ai trouvé que c'était un peu chiche. Donc la grosse partie de ce tome va être la constitution d'une nouvelle équipe de Wildcats, qu'on peut voir en couverture, chapeautée par Saban, la sœur de Zilote, et Majestic, qui vont recruter plusieurs membres pour former une nouvelle équipe de Wildcats, avec peut-être une autre direction. Donc c'est assez intéressant de voir dans quelle direction l'auteur va nous ramener. D'ailleurs, on peut voir un petit peu, donc on parle de Soldier, on parle de Savage Dragon, on parle de Grunge, on parle également de Fuji, de Backlash. Voilà. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a forcément des liens avec les autres personnes. On a du Kevin Maguire sur le deuxième numéro. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre donc ces deux équipes. La première équipe et ce qui va lui arriver, et la seconde équipe et comment elle va se former, et comment vont être créés ses ennemis, etc. Et à un moment donné, forcément, les deux équipes vont se rejoindre. Ils vont se rejoindre à l'issue d'un crossover géant, Fire from Heaven, qui est un crossover en 20 parties. C'est juste énorme, en 20 parties. Moi, j'avais acheté à l'époque, parce que forcément, c'était pas sorti en français. Autant Wildstorm Rising, c'était sorti en français, on avait eu droit à 3, comme je vous l'ai demandé, 3 kiosques. Autant Fire from Heaven, on n'avait pas eu les tomes. Donc j'avais acheté à l'époque les 2 tomes des Wildcats qui étaient sortis, voilà, qu'on retrouve dans ce tome. Alors, comme vous pouvez voir, c'est donc la partie 7 et la partie 13. Là aussi, je trouve que le rédactionnel d'Urban est très chiche. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. On a
on ne sait pas ce qui s'est passé avant le crossover, on ne sait pas ce qui se passe après, on ne sait pas la conclusion. Voilà. On dit juste qu'à un moment donné, il y a un problème avec les gènes facteurs et Kaizen Gamora, voilà. Mais franchement, c'est vraiment très très chiche. Je suis très déçu de ces rédactionnels. On va pu mettre un peu plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, ce numéro par exemple, qui est donc le numéro 30, donc couverture de Travis Charest. Super. Pour vous montrer un petit peu de quoi je parlais par rapport au fait qu'il n'était pas forcément beaucoup présent. Il dessine les pages 1 à 5. Voilà. Premier, 3, 4, 4, 5. Voilà, c'est tout. Et après, on passe à Ryan Benjamin, qui est vraiment un dessinateur absolument pourri. Je ne comprends pas qu'on lui ait donné des crayons. Des crayons pour une série qui était comme l'une des séries phares de Wildstorm à l'époque. C'est moche, c'est mal dessiné, c'est... Franchement, je veux dire, regardez-moi ça, c'est pas top. C'est pas top. Et il va intervenir malheureusement plusieurs fois. Voilà. Donc non. C'est assez décevant. Du coup, la composition, moi je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de Travis Charest que ça. Malheureusement non. Il y a beaucoup plus d'autres dessinateurs. Voilà, il y a une palanquée de dessinateurs qui va faire ce run. Voilà. Un peu décevant. Et pour la suite, moi j'avais suivi après la suite dans Nova, c'était sorti en français. Alors j'ai pas tous les numéros, ça se trouve tout c'est sorti en kiosque, mais moi j'avais pas, comme vous avez vu j'ai les albums reliés, donc j'ai quelques trous dans ma collection. Et donc le numéro 31, qui fait suite à Fire from Heaven, voilà, dessiné par Jim Lee et Travis Charest. Lee Bennett Charest, voilà, c'est ça. Donc là aussi, c'est cool, mais voilà, on va retrouver ces épisodes, juste le 34. Et un petit bout de l'épisode 50. Alors c'est un peu fou, je pars un peu dans tous les sens, mais je suis désolé. Et l'épisode 50 que j'avais aussi acheté. Voilà. Sachant que l'épisode 50, alors je sais pas ce qu'ils ont publié chez Urban, ils ont publié un segment dans ce tome, qui est donc le segment dessiné par Travis Charest, voilà, qui doit faire 5 pages, hein, en 2, 4. Ah, c'est un petit peu plus, j'exagère. Il dessine un peu plus. Il y a quelques sketchs à la fin. Je crois pas qu'ils les ont pas mis en français. Ça, c'est dommage. C'était pour la nouvelle série, voilà, Wildcats, qui devait sortir, mais forcément, on ne sait pas si elle sortira ou pas en France. Et ce numéro était composé d'une partie par Jim Lee, qui reprenait une petite histoire entre Vaudou et Spartan, et aussi une petite histoire, mais liée dans la continuité. Et ça, c'est dommage parce que, en fait, alors je vais reprendre un petit peu mes idées. Je vais faire du montage, je pense que ça va être horrible. Globalement, ce tome d'Alan Moore comprend plusieurs phases. Les phases des équipes en parallèle. On va découvrir la nouvelle équipe et voir ce qui se passe à l'ancienne. Et voir de quelle manière la réalité sur Kara est différente de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils se rejoignent. C'est très très fort, le retour. Côté Grifter, il voit ses anciens. En fait, j'ai trouvé ça, il manquait des passages d'explication, de cohérence. Après, on est tout de suite dans le crossover Fire from Heaven, où là, on a deux parties, comme je vous dis, la 7 et la 13 sur les 20. On ne suit pas trop l'histoire, il n'y a pas trop d'histoire, voilà, Alan Moore est pris dans le truc. Et après, il finit avec 31 à 34, il finit toute cette partie sur la guerre des gangs. Voilà. Et un personnage va disparaître à un moment donné de l'histoire. Mais pas disparaître parce qu'il va mourir, non. Il va disparaître purement et simplement pour des raisons qui nous échappent. Et on ne sait pas ce qui... Voilà, je n'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. J'aimerais avoir des explications. Est-ce que le fait qu'il y ait deux gunmen, ça gênait et du coup il fallait qu'il y en ait un qui sorte ou pas? Je comprends pas. Il y avait quelque chose à creuser et en fait non, ça n'a pas été creusé. Malheureusement, je trouve que c'est... Globalement, tout ça est assez superficiel. Je suis resté un peu sur ma faim sur toutes les thématiques qui pouvaient être engendrées dans ce tome. Je trouve que on effleure vraiment la surface à tout niveau. Ça va trop vite. Et pourtant, de 21 à 34, il y avait de quoi faire. Donc je suis assez déçu en fait de ce tome, parce que je pense que Alan Moore a pu aller plus loin
que ce qu'il nous a proposé. Est-ce qu'il a été bloqué? Est-ce qu'il a fait les services minimums pour dire voilà, de toute façon, je fais juste ce titre pour retrouver un peu de notoriété, retrouver un peu de visibilité, et après, je vais me lâcher sur les titres ABC pour lesquels Wildstorm m'a donné carte blanche. Mais je trouve que c'est pas parce que tu as un grand nom que tu es obligé d'être en service minimum. Moi, j'ai trouvé vraiment qu'Alan Moore était en service minimum sur pas mal de choses. Donc je suis très mitigé parce que j'attendais beaucoup de ce run. J'avais lu que la fin dans les Nova. J'avais entendu parler de cette histoire forcément du retour sur Kera, etc. Et mince, je suis déçu. Je suis déçu. C'est comme si j'avais vu un film avec des thématiques, des problématiques passionnantes, et qu'en fait on passe en avance rapide et tout de suite on passe à autre chose. Hop, et c'est fini. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un auteur comme ça n'a pas réussi à justement lancer l'équipe plus loin. Alors, il y a tout un rédactionnel qui nous dit qu'il a entraîné pas mal de choses, etc. Certes, ça a peut-être été un changement à un moment donné dans la politique de Wildstorm pour proposer à des auteurs plus connus de reprendre leur titre, mais mince, il me manque quelque chose, véritablement. On va pas assez loin dans tout ça. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est pas un mauvais tome, attention, je dis pas ça. Je dis juste que l'histoire, pour moi, aurait pu vraiment être mieux, plus développée, avoir plus d'impact, et surtout, cette inconstance graphique est assez gênante. J'ai l'impression que Wildstorm, c'était un Big Two avant l'heure, avec toutes les problématiques de fill-in, de scénaristes qui sont contraints par les events, etc. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que ça n'a pas tenu très très longtemps après. Mais mince, d'ailleurs, après le Wildcat 50, il y a donc la relance avec le numéro 1, avec quelque chose d'un peu différent, je sais pas, voilà, mais franchement, mince, je suis un peu déçu. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est que, comme je vous disais, il y a une continuité, donc il faut lire un petit peu. À un moment donné, on va parler de Team One. Voilà. Donc moi, j'avais acheté des sourcebooks qui sont des bousbous des caractères Wildstorm pour savoir de quoi on parle, savoir de qui on parle et comment on parle. Voilà. Sachant que pour Team One, il y a eu 4 numéros, Team One Wildcats, Team One Stormwatch, qui reprennent exactement la même histoire dans les deux numéros, mais avec des points de vue différents, avec ceux qui vont former les Wildcats et ceux qui vont former Stormwatch. Voilà, donc on retrouve, comme vous avez pu le voir dans cette équipe, donc Majestic. Voilà. On retrouve Saul Baxter alias Hump, Lord Hump, effectivement, de Wildcats. Bendis qui va former Stormwatch. John Cole, Régiment, Mark Slayton alias Backlash, Bataillon, le premier bataillon, Lucy Blaze, et puis un tireur que j'ai oublié, Mason. Je trouvais que les 4 épisodes n'apportaient pas grand chose, parce que je me dis mince, quand on dit Fire from Heaven, il y a un secret qui est révélé et qui est lié à Team One. Donc, j'ai relu Team One, et je me dis ok, c'est cette équipe, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà, on creuse à peine, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils auraient pu faire tellement plus de choses. Je trouve que c'est dommage. C'est une occasion ratée. Et après, je voulais vous montrer aussi, du coup, à partir du tome 232, on a la suite, avec les conséquences post-run d'Alan Moore. Voilà. J'avais acheté jusqu'au tome, parce que j'avais acheté les épisodes en VO aussi. J'avais acheté jusqu'au tome 39. Je sais pas pourquoi je m'étais arrêté là. Après j'avais acheté le 50, donc il me reste. J'ai plein de petits trous dans cette série. Bon, j'espère que j'étais clair. Je suis quand même un petit peu, comme vous avez dû l'entendre, je suis un petit peu malade, donc la voix elle va pas être top. Les explications peut-être aussi, mais en tout cas, d'un point de vue général, je pense que vous avez compris l'idée. Après, il reste des planches assez extraordinaires. Et voilà, on a des doubles planches de combat. Il y a un truc qui fait que, je sais pas, l'écriture est froide. Ça pourrait aller plus loin. Ça reprend un petit peu ce que j'avais ressenti quand Alan Moore avait pris Spawn Bloodfeud. J'avais pas aimé non plus. Donc là, c'est moins le cas. Je trouve pas ça mauvais, mais je dis mince. Et pour ceux qui commencent la lecture par ce tome, je me dis mince, il n'y a pas beaucoup d'explications. Est-ce qu'ils vont pas être paumés ou pas? Je sais pas.
je trouve ça dommage. Je pense qu'il y avait tellement de choses à explorer par rapport au Cherubim, tellement de choses à construire et vraiment à mettre. Voilà, alors, néanmoins, Alan Moore écrit ce personnage de Lyditron qui fait vraiment troublion électron libre, et c'est une bonne création. Il crée Tao aussi, il va utiliser Majestic d'une certaine manière. Il y a plein de petits points qui rendent tout ça très intéressant, mais j'ai l'impression que c'est noyé dans un ensemble de choses qui malheureusement sont somme toute un peu moyennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne pour découvrir d'autres choses, et sur ce je vous dis à la prochaine.